Le dimanche était censé être un jour de paix. Claire gara sa Peugeot 308 devant la maison familiale, cette voiture qu'elle avait achetée après 2 ans d'économie stricte sur son salaire d'infirmière. Chaque euro mis de côté avait représenté un sacrifice. Moins de sorties, des repas faits maison, des vêtements portés jusqu'à l'usure. L'odeur du rôti l'accueillit dans l'entrée. Sa mère l'embrassa distraitement, déjà retournée au fourneau. Son père lisait son journal dans le salon, levant à peine les yeux. Emma, sa petite sœur de 22 ans, était affalée sur le canapé, pianotant sur son téléphone avec ses ongles parfaitement manucurés. « Claire, enfin !» Emma bondit soudain, ses yeux brillants d'une excitation enfantine. « J'ai une super nouvelle. Marc m'a proposé un week-end à Nice le mois prochain. Tu peux me prêter ta voiture ?» Claire sentit son estomac se nouer. Pas prêté. Emma n'avait jamais rendu quoi que ce soit intact. « J'en ai besoin pour aller travailler. Et tu n'as toujours pas ton permis ?» Le sourire d'Emma s'évanouit instantanément, remplacé par cette expression boudeuse que Claire connaissait si bien. « Mais c'est juste pour un week-end. Tu peux prendre le métro. Et puis, Marc a son permis. Il conduira. » Leurs parents s'étaient figés. Claire sentait leur regard peser sur elle, cette attente familière qu'elle cède, qu'elle soit la grande sœur compréhensive. « Non, Emma. Désolée. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Emma se tourna vers leurs parents, les larmes aux yeux. « Papa, maman, elle refuse de m'aider. C'est égoïste. » Leur père posa brutalement son journal. « Claire, donne ta voiture à ta sœur. »« Papa, Tu n'as qu'à prendre les transports. Emma a besoin de cette voiture pour ses projets d'avenir. » Claire regarda ses parents, incrédule. Des projets d'avenir ? Emma n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie. « J'ai travaillé dur pour cette voiture. Elle m'appartient. » Les mots étaient assortis plus fermes qu'elle ne l'avait voulu. Le visage de son père vira au rouge. « Comment oses-tu, après tout ce qu'on a fait pour toi ?» Sa mère sortit de la cuisine, le regard dur. « Tu es devenue égoïste, Claire. Ta sœur te demande un petit service et toi... » « Un petit service ?» Claire sentait sa voix trembler. « Cette voiture représente 2 ans de ma vie. » Emma sanglotait maintenant, le visage enfoui dans ses mains. Je savais qu'elle me détestait. Elle a toujours été jalouse de moi. « Ça suffit !» rugit leur père. Il se leva, attrapa son verre de vin rouge et, dans un geste qui sembla se dérouler au ralenti, le jeta au visage de Claire. Le liquide froid dégoulina sur ses joues, tachant son chemisier blanc. Le verre se brisa sur le sol carrelé. Claire resta pétrifiée, le goût métallique du vin sur ses lèvres. « Tu es morte pour nous, espèce d'égoïste !» cracha sa mère. « Sors de cette maison !» Claire regarda sa famille. Emma qui pleurait de façon théâtrale, ses parents debout comme des juges impitoyables, et elle comprit que quelque chose venait de se briser définitivement. Elle ramassa ses clés d'une main tremblante et se dirigea vers la porte. Dehors, elle s'appuya contre sa voiture, sentant le vin sécher sur sa peau. Pour la première fois de sa vie, Claire avait dit non, et cela venait de lui coûter sa famille. Les premiers jours après le dimanche noir, Claire attendait. Un message, un appel, des excuses. Rien ne vint. Le mercredi, sa cousine Lucie l'appela, la voix embarrassée. « Claire, tes parents m'ont dit que tu avais été horrible avec Emma, que tu avais refusé de l'aider par pure méchanceté. C'est vrai ?» Le cœur de Claire se serra. « Lucie, ils t'ont dit quoi exactement ? Que tu étais devenue égoïste et jalouse, que tu avais fait pleurer Emma et insulter tes parents. » La voix de Lucie se fit hésitante. « Ça ne te ressemble pas, mais tu les crois. » Le silence qui suivit était éloquent. Claire raccrocha, les mains tremblantes. Sa propre famille était en train de réécrire l'histoire, la transformant en monstre. Sur Facebook, Emma multipliait les posts larmoyants. Quand ta propre sœur te tourne le dos dans un moment difficile, famille toxique, cœur brisé. Les likes et commentaires compatissants s'accumulaient. Ma pauvre Emma, on est là pour toi. Ta sœur ne te mérite pas. Claire découvrait qu'elle était bloquée sur tous les comptes familiaux. Ses tentatives d'explication tombèrent dans le vide. Qui l'écouterait face à la version larmoyante d'Emma ? À l'hôpital, son refuge habituel, Claire se jetait dans le travail avec une intensité féroce. Madame Dubois, une patiente âgée en rééducation après une fracture de la hanche, remarqua ses cernes.
Ma petite, vous avez l'air épuisée. Ça va ?» Claire esquissa un sourire forcé en vérifiant sa perfusion. « Juste fatiguée, Madame Dubois. Vous savez, à mon âge, on apprend à reconnaître la fatigue du corps et celle de l'âme. Vous, c'est votre âme qui est épuisée. » Les mots touchèrent Claire en plein cœur. Elle détourna le regard pour cacher ses larmes naissantes. Le vendredi soir, seule dans son petit appartement, Claire regardait son téléphone silencieux. Même ses amies communes avec Emma gardèrent leur distance, visiblement mal à l'aise. Sarah, sa meilleure amie depuis le lycée, avait été la seule à répondre à ses messages, mais ses réponses étaient devenues évasives. « Tu sais, Claire, il y a peut-être des torts des deux côtés. » Le dimanche suivant, Claire conduisit machinalement vers le quartier de ses parents. Elle se gara à quelques rues de la maison, incapable d'aller plus loin. Par la fenêtre de sa voiture, elle observait les familles se promener, les enfants qui couraient vers leurs grands-parents. Une douleur sourde lui étreignait la poitrine. Son téléphone vibra. Un message d'Emma. « J'espère que tu es fière de toi. Papa fait de l'hypertension à cause de ton égoïsme. Mais tu t'en fiches, n'est-ce pas ?» Claire fixa l'écran, les mots dansant devant ses yeux embués. Même maintenant, même après l'humiliation du vin au visage, c'était elle la coupable. Elle était celle qui avait causé les problèmes de santé de son père. Elle était le poison de la famille. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Claire se demandait si elle n'avait pas tout imaginé. Si elle n'était pas réellement cette fille égoïste et jalouse que sa famille décrivait. Peut-être aurait-elle dû donner sa voiture. Peut-être était-elle vraiment dans l'erreur. Le doute s'insinuait en elle comme un poison lent, remettant en question chaque certitude qu'elle avait eue sur elle-même. Dans le silence de la nuit, une question terrifiante résonnait dans son esprit. Et si sa famille avait raison ? 3 semaines s'étaient écoulées depuis le dimanche qui avait tout changé. Claire s'était réfugiée dans une routine méticuleuse. Travail, appartement, travail. Pas de sortie, pas d'appel, juste le silence de sa solitude choisie. Ce mardi matin, elle s'occupait de Monsieur Dubois, un homme de 75 ans hospitalisé après une chute. Ancien journaliste d'investigation, il avait cette façon particulière d'observer les gens, comme s'il lisait entre les lignes de leurs expressions. Pendant qu'elle vérifiait sa tension, il l'observait avec une attention bienveillante. « Vous savez, mademoiselle Claire, j'ai passé 40 ans à interviewer des gens. On apprend à reconnaître ceux qui portent un fardeau invisible. » Claire continuait ses gestes professionnels, évitant son regard. « Votre tension est parfaite, monsieur Dubois. Le médecin passera dans l'après-midi. » Ma femme avait cette même façon de détourner la conversation quand quelque chose la tourmentait. Il marqua une pause. Elle me disait toujours que les infirmières étaient les plus solides de l'hôpital, mais aussi celles qui oubliaient le plus souvent de prendre soin d'elles-mêmes. Malgré elle, Claire s'immobilisa. Il y avait quelque chose dans la voix de cet homme, une douceur qui contrastait avec les reproches qu'elle entendait résonner dans sa tête depuis des semaines. « Asseyez-vous un moment, » dit-il gentiment. « Mes jambes ne fonctionnent plus très bien, mais mes oreilles marchent parfaitement. » Claire hésita, puis s'assit sur la chaise près du lit. Pour la première fois depuis des semaines, quelqu'un lui demandait comment elle allait sans agenda caché. « Ma famille me considère comme morte, » dit-elle simplement, surprise par sa propre franchise. Monsieur Dubois hocha lentement la tête. « Qu'avez-vous fait de si terrible ?» J'ai dit non. Il sourit tristement. « Ah, le crime impardonnable dans certaines familles. » Claire releva la tête, intriguée par sa réaction. Il n'y avait ni jugement ni surprise dans ses yeux, juste une compréhension qui lui fit monter les larmes aux yeux. « Vous savez, » continua-t-il, « il y a 30 ans, j'ai écrit un article sur la corruption dans ma ville natale. Le maire était un ami d'enfance de mon père. Quand l'article est sorti, ma famille m'a tourné le dos. Mon père m'a dit que j'avais déshonoré le nom familial. Ma mère a pleuré pendant des semaines, disant que j'étais devenue un étranger. » Claire l'écoutait, fascinée malgré sa douleur. « J'ai passé des mois à me demander si j'avais eu tort, si j'aurais dû garder le silence pour préserver la paix familiale. Mais vous savez ce qui s'est passé ?» Elle secoua la tête. « Le maire a été arrêté 6 mois plus tard. L'argent détourné a été récupéré. La ville a pu financer la rénovation de l'école primaire. Et petit à petit, ma famille l'a compris. » Il la regarda dans les yeux. « Parfois, Claire, être juste coûte cher au début.
Mais c'est le prix de pouvoir se regarder dans le miroir chaque matin. Les mots résonnaient en elle comme une révélation. Pour la première fois depuis des semaines, elle ne se sentait pas coupable d'avoir défendu ses limites. Mais comment avez-vous tenu le coup pendant ces mois difficiles? J'ai continué à faire ce que je savais être juste. J'ai aidé les gens, j'ai dit la vérité, j'ai gardé ma dignité intacte. Et j'ai appris une chose importante. Les personnes qui vous aiment vraiment ne vous demandent jamais de renoncer à votre dignité pour leur faire plaisir. Claire sentit quelque chose se dénouer dans sa poitrine. Cette conversation était comme un baume sur une blessure qu'elle avait crue inguérissable. Votre femme, elle vous a soutenu? Le visage de Monsieur Dubois s'illumina. Marguerite, elle a été ma force. Elle m'a dit, « Henri, si tu cèdes maintenant, tu ne seras plus l'homme que j'ai épousé. » C'est elle qui m'a rappelé que l'amour véritable ne demande pas de sacrifier ses principes. Quand Claire quitta la chambre ce jour-là, elle se sentait différente, comme si on venait de lui rappeler qui elle était vraiment. Pour la première fois depuis des semaines, elle marcha la tête haute dans les couloirs de l'hôpital. Le soir même, au lieu de ressasser ses doutes, elle regarda ses mains dans le miroir, ses mains qui soignaient, qui consolaient, qui avaient travaillé dur pour s'offrir cette voiture. Ses mains appartenaient à une femme digne de respect. Le poison du doute commençait enfin à s'évacuer de son système. Les conseils de Monsieur Dubois avaient réveillé quelque chose en Claire. Elle marchait différemment, parlait avec plus d'assurance. Et pour la première fois depuis le drame familial, elle souriait naturellement aux patients. C'est ce sourire qu'Antoine remarqua en premier. Il était arrivé ce jeudi matin pour un remplacement au service de chirurgie, venant du centre psychiatrique où il travaillait habituellement comme infirmier. Grand, les cheveux châtains légèrement ébouriffés, il avait cette façon particulière d'observer les gens avec bienveillance. Claire préparait les dossiers du matin quand il s'approcha du comptoir central. « Excusez-moi, je suis Antoine, le remplaçant pour Madame le maire. Où puis-je trouver le planning des patients ?» Sa voix était douce, posée. Claire leva les yeux et fut frappée par son regard. Profond, intelligent, mais surtout exempt de ce jugement qu'elle avait appris à redouter chez les autres. « Juste là », dit-elle en lui tendant le classeur. « Première fois ici ? Deuxième, en fait. Mais la première fois, j'étais tellement stressée que j'ai oublié où tout se trouvait. » Il sourit, un sourire qui creusait de petites rides au coin de ses yeux. « Je m'habitue mieux aux patients en psychiatrie qu'au protocole de chirurgie. » Claire ne put s'empêcher de sourire en retour. « Psychiatrie, ça doit être intense. Différent surtout. Là-bas, on apprend à écouter ce que les gens ne disent pas. » Il marqua une pause, l'observant avec curiosité. Comme maintenant, par exemple. « Vous avez l'air de quelqu'un qui porte beaucoup de choses non dites. » Claire se figea. D'habitude, ce genre de remarque l'aurait mise sur la défensive. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont Antoine l'avait dit. Sans intrusion, juste une observation bienveillante. « C'est votre diagnostic professionnel, docteur ?» répondit-elle avec une pointe d'ironie. « Infirmier, corrigea-t-il en riant. « Et non, c'est juste qu'on reconnaît facilement ceux qui comprennent la douleur. J'ai grandi dans une famille compliquée. On développe des antennes pour ces choses-là. » Cette franchise inattendue surprit Claire. Pas de questions indiscrètes, pas de pitié, juste une reconnaissance mutuelle de quelque chose de difficile à nommer. Les jours suivants, Antoine revint pour d'autres remplacements. Leurs conversations s'approfondirent naturellement, toujours entre deux patients, jamais forcées. Il lui racontait ses expériences en psychiatrie sans jamais prendre le ton du thérapeute. Elle découvrait un homme qui avait lui aussi appris à naviguer dans les eaux troubles des relations familiales toxiques. « Mon père était alcoolique », lui confia-t-il un après-midi pendant leur pause. « Ma mère passait son temps à nous dire que c'était de notre faute s'il buvait, qu'on n'était pas assez sage, assez reconnaissant. J'ai mis des années à comprendre que ce n'était pas nous, le problème. » Claire sentit quelque chose se détendre en elle. Quelqu'un comprenait, vraiment. « Mes parents m'ont jetée dehors parce que j'ai refusé de donner ma voiture à ma sœur, » dit-elle simplement. Antoine hocha la tête sans surprise. « Et maintenant, ils vous font culpabiliser ? Comment vous savez ? C'est toujours la même méthode. D'abord la colère, puis l'isolement, puis la culpabilisation.
Il retourne la situation pour que vous pensiez être le problème. Il la regarda avec douceur. « Mais vous commencez à voir clair, non ?» Claire réalisa qu'effectivement, elle voyait plus clair. Les conversations avec Monsieur Dubois, les regards bienveillants d'Antoine, tout cela reconstruisait lentement sa confiance en elle. Le vendredi, Antoine lui proposa de prendre un café après le travail. Rien d'ambitieux, juste un café au bistrot en face de l'hôpital. Claire accepta, surprise de constater qu'elle en avait envie. Assis face à face dans ce petit café bruyant, ils parlèrent de tout et de rien. Antoine avait cette façon rare d'écouter vraiment, sans préparer sa réponse pendant que l'autre parlait. Quand Claire évoqua sa passion pour son métier, ses yeux s'illuminèrent. « Vous savez ce que j'aime chez vous ?» dit-il soudain. Claire leva un sourcil interrogateur. « Vous ne cherchez pas à être parfaite. Vous êtes juste, authentique. C'est rare. » Pour la première fois depuis des mois, Claire se sentit vue pour qui elle était vraiment. Pas jugée, pas analysée, juste acceptée. En sortant du café ce soir-là, elle réalisa qu'elle n'avait pas pensé une seule fois à sa famille pendant ces 2 heures. Antoine avait réveillé en elle quelque chose qu'elle avait oublié, le droit d'être aimée sans condition ni sacrifice. 2 mois avaient passé depuis le drame familial. Claire vivait désormais une routine apaisée. Ses journées à l'hôpital, ses soirées avec Antoine, et cette tranquillité nouvelle qu'elle n'avait jamais connue. Plus de messages culpabilisants, plus de demandes incessantes, plus de cette pression constante de devoir satisfaire tout le monde. C'est par sa cousine Lucie qu'elle apprit que la façade parfaite de sa famille commençait à se lézarder. « Claire ?» La voix de Lucie au téléphone était hésitante. « Je peux te parler ?» Claire marqua une pause dans la préparation de son dîner. Depuis 2 mois, Lucie l'avait évitée, clairement mal à l'aise avec la version officielle de l'histoire familiale. « Bien sûr, Lucie. C'est à propos d'Emma. Elle ne va pas bien. Du tout. » Claire sentit son estomac se nouer malgré elle. Qu'est-ce qui se passe? Elle a cassé avec Marc la semaine dernière, mais pas une rupture normale. Elle l'a poursuivi dans la rue en hurlant, a cassé les phares de sa voiture avec ses talons. Les voisins ont appelé la police. L'image était troublante. Claire connaissait les colères d'Emma, mais jamais à ce point. Et hier, continua Lucie, elle s'est disputée avec maman parce qu'elle refusait de lui donner l'argent pour un nouveau sac à main. Emma a cassé tous les verres de la cuisine en criant qu'on ne la comprenait pas. Puis elle s'est enfermée dans sa chambre en pleurant pendant des heures. Claire fronça les sourcils. Ses réactions étaient disproportionnées, même pour Emma. « Tes parents, ils disent quoi ?»« Ils sont épuisés, Claire. Papa a maigri de 10 kilos. Maman n'ose plus rien refuser à Emma de peur qu'elle explose. Mais plus il cède, pire c'est. C'est comme si rien ne la satisfaisait jamais. » Le soir même, Claire raconta cette conversation à Antoine pendant qu'il se promenait le long de la Seine. Il l'écouta attentivement, le visage pensif. « Tu sais, dit-il finalement, ce que tu décris me rappelle certains de mes patients. Ces alternances entre rage explosive et dépression profonde, cette incapacité à supporter la frustration, cette peur panique de l'abandon. » « Tu penses à quoi ?» Antoine hésita. « Je ne peux pas diagnostiquer quelqu'un que je ne connais pas, mais ça pourrait ressembler à un trouble de la personnalité. Borderline, peut-être. » Claire s'arrêta de marcher. « Tu veux dire que Emma serait malade ? Pas malade au sens médical. Mais les troubles de la personnalité, ça explique beaucoup de comportements qui semblent juste difficiles de l'extérieur. L'incapacité à gérer les émotions, les relations chaotiques, cette alternance entre idéalisation et dévalorisation des autres. » Claire repensait aux années d'enfance. Les crises d'Emma quand elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait. Cette façon qu'elle avait de passer de l'adoration totale à la haine en quelques minutes. Ces moments où elle semblait si désespérée que toute la famille marchait sur des œufs. « Mais si c'est le cas, » murmura Claire, « ça expliquerait pourquoi mes parents ont toujours tout fait pour éviter ces crises. » Exactement. Face à quelqu'un qui présente ces symptômes, la réaction naturelle est souvent de céder pour maintenir la paix. Sauf que ça ne fait qu'aggraver le problème. Cette révélation bouleversait la perspective de Claire. Et si Emma n'était pas juste gâtée? Et si ses parents, ne comprenant pas ce qui se passait, avaient développé des réflexes qui empirèrent la situation? 3 jours plus tard, Lucie rappela, la voix brisée. «
Emma a tenté de se faire du mal hier soir. Elle s'est entaillée les avant-bras avec un tesson de verre après que papa ait refusé de lui payer un voyage en Espagne avec ses amis. Il y avait du sang partout dans la salle de bain. Claire ferma les yeux, submergée par un mélange de colère et de tristesse. Elle va bien maintenant ? Physiquement, oui. Mais Claire, papa a cédé. Il lui paye le voyage. Maman dit qu'ils ne peuvent plus risquer que ça recommence. Après avoir raccroché, Claire resta longtemps silencieuse. Antoine, qui préparait le thé dans sa cuisine, vint s'asseoir près d'elle. « Tu sais, dit-il doucement, si Emma souffre vraiment d'un trouble de la personnalité, ce que tes parents font maintenant, céder à tous ses caprices par peur, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Ils pensent la protéger, mais ils l'enfoncent. » Claire réalisa avec amertume l'ironie de la situation. En la rejetant pour avoir posé des limites à Emma, ses parents avaient peut-être condamné leur fille cadette à ne jamais apprendre à gérer ses émotions. « Et moi ?» demanda-t-elle. « J'étais quoi dans tout ça ?» Antoine la regarda avec tendresse. « Toi ? Tu étais celle qui disait la vérité. Celle qui refusait de participer à un système dysfonctionnel. Sans le savoir, tu essayais de sauver ta sœur en lui posant des limites. Cette nuit-là, Claire comprit que sa famille n'était pas juste toxique par méchanceté. Elle était malade, et personne ne savait comment la guérir. L'appel arriva un mardi matin, pendant que Claire préparait ses affaires pour partir au travail. Le nom de Lucie s'afficha sur l'écran, mais c'était la voix de sa tante Sylvie qui résonna dans le combiné. « Claire, ma chérie ?» La voix tremblait. « C'est grand-mère. Elle est à l'hôpital Saint-Antoine. Son cœur. Les médecins disent que c'est une question d'heure. » Le monde de Claire bascula. Grand-mère Margot, 82 ans, celle qui lui avait appris à faire de la pâtisserie, qui l'appelait « ma petite étoile » depuis l'enfance. Celle qui, contrairement au reste de la famille, n'avait jamais pris parti dans les conflits. « Elle demande à te voir, Claire. Elle n'arrête pas de répéter ton nom. » Claire attrapa ses clés, les mains tremblantes. Peu importait le conflit familial. Grand-mère était au-dessus de tout ça. L'hôpital Saint-Antoine sentait ce mélange familier de désinfectant et d'angoisse. Claire se dirigea vers l'accueil, le cœur battant, quand elle aperçut ses parents dans le couloir du service cardiologie. Son père arpentait nerveusement l'espace. Sa mère était assise, le visage ravagé par les larmes. En la voyant approcher, son père se figea. Pendant une seconde, Claire crut voir un éclair de soulagement dans ses yeux. Puis son visage se durcit. « Qu'est-ce que tu fais là ?»« Grand-mère me demande. Tante Sylvie m'a appelée. » Sa mère se leva brusquement. « Tu n'as rien à faire ici. Tu as choisi de ne plus faire partie de cette famille. »« C'est grand-mère, » répliqua Claire, essayant de garder son calme. « Elle veut me voir. »« Tu l'as abandonnée comme tu nous as tous abandonnés » cracha son père. « Tu crois pouvoir revenir maintenant qu'elle se meurt ?» La violence de ces mots atteignit Claire en plein cœur. Autour d'eux, d'autres familles les regardaient, mal à l'aise face à cette scène. « S'il vous plaît, » supplia Claire. « Juste 5 minutes. Pour lui dire au revoir. »« Jamais !» Sa mère s'interposa physiquement entre Claire et l'entrée du service. « Tu es morte pour nous, tu te souviens ? Les morts ne rendent pas visite aux mourants. » Un infirmier s'approcha, visiblement embarrassé. « Excusez-moi, mais vous pourriez baisser le ton ? Il y a d'autres patients. » Son père foudroya l'infirmier du regard. « Occupez-vous de vos affaires. Cette fille n'est pas de la famille. » Claire sentit les larmes monter. « Papa, je t'en prie. C'est grand-mère, elle qui nous a élevés quand vous travailliez. Elle qui... »« Assez !» rugit-il. « Sors de cet hôpital immédiatement ou j'appelle la sécurité. » Claire recula, choquée par la haine qu'elle lisait dans leurs yeux. Même ici, même maintenant, ils choisissaient leur orgueil blessé plutôt que l'amour d'une grand-mère pour sa petite fille. Elle repartit, le cœur brisé. Grand-mère Margot mourut dans la nuit, sans que Claire ait pu lui dire au revoir. L'enterrement eut lieu 4 jours plus tard. Claire arriva en retard, délibérément, et se glissa discrètement au fond de l'église. Elle portait la broche en forme d'étoile que grand-mère lui avait offerte pour ses 18 ans. Pendant l'office, elle observa sa famille au premier rang. Emma, tout en noir dramatique, sanglotait bruyamment. Ses parents, droits et stoïques, fixèrent le cercueil. Mais c'étaient les autres qui retenaient l'attention de Claire. Tante Sylvie jetait des regards réprobateurs vers ses parents.
Cousin Michel évitait soigneusement de regarder dans leur direction. Oncle Bernard semblait mal à l'aise, tripotant nerveusement son programme. Après la cérémonie, au cimetière, Claire resta en retrait. Quand la foule se dispersa, elle s'approcha de la tombe fraîche et déposa un bouquet de roses blanches, les préférées de grand-mère. « Je suis désolée de ne pas avoir pu te dire au revoir, mamie, » murmura-t-elle. Elle savait que tu l'aimais. Claire se retourna. Tante Sylvie s'approchait, le visage marqué par la tristesse et quelque chose d'autre. De la colère, ce qu'ils ont fait à l'hôpital, c'était inadmissible, Claire. Margot n'arrêtait pas de demander pourquoi tu ne venais pas. Je n'ai pas eu le cœur de lui dire que tes parents t'avaient interdit l'accès. Les mots de sa tante confirmaient ce que Claire avait redouté. Grand-mère était morte, en pensant que sa petite fille l'avait oubliée. Plusieurs d'entre nous commencent à se poser des questions, tu sais, continua Sylvie. Cette histoire de voiture, Michel a parlé avec Emma la semaine dernière. Sa version ne correspond pas du tout à celle de tes parents. Pour la première fois depuis des mois, Claire sentit qu'elle n'était pas seule. Les fissures qu'elle avait perçues dans la façade familiale s'élargissaient. La vérité, lentement, faisait son chemin. En repartant ce jour-là, Claire portait en elle une douleur nouvelle et définitive. Celle de ne pas avoir pu dire au revoir à la personne qui l'avait aimée inconditionnellement. Mais elle portait aussi une détermination renforcée. Plus jamais elle ne laisserait quelqu'un d'autre décider de ses relations, de ses choix, de sa dignité. Grand-mère aurait voulu qu'elle reste forte. C'était le plus beau cadeau d'adieu qu'elle pouvait lui faire. L'appel de Lucie arriva à 3 heures du matin, 3 semaines après l'enterrement de grand-mère. Claire décrocha immédiatement, le cœur battant. Les appels nocturnes n'annonçaient jamais rien de bon. Claire, Emma est à l'hôpital psychiatrique de Maison-Blanche. La voix de sa cousine était brisée, épuisée. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a avalé un tube entier de somnifères hier soir, après une dispute avec un garçon qu'elle connaît depuis 2 semaines. Thomas, je crois. Il a rompu par message et... Claire ferma les yeux. Cette fois, ce n'était pas un geste manipulateur. C'était sérieux. Elle va s'en sortir? Physiquement, oui. Mais Claire, les psychiatres ont posé un diagnostic. Trouble de la personnalité borderline sévère. Ils disent qu'elle aurait dû être suivie depuis des années. Le cœur de Claire se serra. Antoine avait vu juste. Le lendemain matin, contre toute attente, son père l'appela. Sa voix était méconnaissable, brisée par l'épuisement et quelque chose qui ressemblait à de la peur. « Claire, il faut qu'on se voie. » Ils se retrouvèrent dans un café neutre, loin de leur quartier. Son père avait vieilli de 10 ans en quelques mois. Ses cheveux étaient plus blancs, ses traits creusés. En face de lui, sa mère tripotait nerveusement son sac à main, évitant son regard. « Les médecins » commença son père, puis s'arrêta, comme si les mots refusaient de sortir. « Ils disent qu'Emma était malade depuis longtemps, que nous n'avons pas su voir. » Claire attendait, le cœur battant. « Il y a 6 ans, » reprit sa mère d'une voix à peine audible, « quand Emma était au lycée, la psychologue scolaire nous avait convoqués. Elle parlait de signes inquiétants, de consultations nécessaires. » Son père prit le relais. On a cru qu'elle exagérait. Emma était juste passionnée, intense. Tous les adolescents ont des hauts et des bas. Et puis, murmura sa mère, la psychologue a insisté. Elle parlait de troubles de l'humeur, de personnalité borderline possible. Elle voulait qu'Emma voie un spécialiste. Claire sentit son sang se glacer. « Et vous avez fait quoi ?» Le silence qui suivit était assourdissant. « On l'a changé d'établissement », avoua finalement son père. On s'est dit qu'un nouveau départ lui ferait du bien, que cette psychologue était trop alarmiste. « Mais ce n'était pas tout », continua sa mère, les larmes coulant maintenant librement. « On avait peur, Claire. Peur du jugement, peur de l'étiquette. Nos amis, nos voisins, qu'est-ce qu'ils auraient repensé? Alors on a fait comme si de rien n'était, chuchota son père. Et quand Emma avait ses crises, ses colères, on cédait. C'était plus simple, plus rapide. » Claire les regardait, abasourdie. « Vous saviez qu'elle était malade et vous n'avez rien fait. On pensait que l'amour suffirait, » sanglota sa mère. « Qu'en lui donnant tout ce qu'elle voulait, elle guérirait toute seule. Et moi ?» La voix de Claire tremblait de rage contenue. « Quand je refusais de céder à ses caprices,
J'étais quoi? Ses parents échangèrent un regard coupable. Tu déstabilisais l'équilibre qu'on essayait de maintenir, admit son père. Quand tu disais non à Emma, elle explosait encore plus. Alors on t'en voulait. Vous m'avez sacrifié, réalisa Claire. Vous m'avez transformée en bouc émissaire pour éviter de regarder la vérité en face. On ne savait pas quoi faire d'autre, explosa sa mère. Tu étais forte, toi. Tu n'avais pas besoin qu'on te protège. J'avais besoin que mes parents me soutiennent quand j'essayais de poser des limites saines, répliqua Claire. J'avais besoin que vous voyiez qu'Emma manipulait toute la famille. Son père enfouit son visage dans ses mains. Les médecins disent la même chose. Qu'en cédant à tous ses caprices, on a aggravé son état. Qu'on lui a appris que les crises payaient. Claire se leva, tremblante de colère et de douleur. Vous m'avez rejetée pour protéger une illusion. Vous avez préféré détruire votre fille aînée plutôt que d'admettre que votre petite princesse était malade. Claire, s'il te plaît, supplia sa mère. 6 ans, coupa Claire. Pendant 6 ans, vous avez su et vous n'avez rien fait. Et moi, j'ai payé le prix de votre lâcheté. Elle sortit du café, laissant ses parents effondrés. Dehors, elle s'appuya contre un mur, submergée par la révélation. Sa famille n'avait pas seulement été toxique par ignorance. Elle avait été toxique par choix, par orgueil, par refus de regarder la réalité. Pour la première fois, Claire comprenait l'ampleur du mensonge dans lequel elle avait grandi. 4 mois s'écoulèrent avant que Claire revoie ses parents. 4 mois pendant lesquels elle digéra la révélation, passa de la rage pure à une compréhension douloureuse de la complexité de la situation. Antoine l'accompagna dans ce processus, l'aidant à démêler sa colère légitime de sa culpabilité résiduelle. Emma était restée hospitalisée 6 semaines, puis avait intégré un programme de thérapie intensive. D'après Lucie, qui donnait régulièrement des nouvelles, les parents avaient été contraints de suivre eux aussi une thérapie familiale. Le psychiatre avait été clair. Sans remise en question profonde de toute la famille, Emma ne pourrait pas guérir. C'est un dimanche après-midi que ses parents sonnèrent à sa porte. Claire reconnut leur silhouette déformée par le verre dépoli. Son cœur se serra. Mais cette fois, elle ne ressentait plus cette panique d'autrefois. Juste une tristesse profonde et une détermination calme. Elle ouvrit. Ses parents semblaient avoir vieilli de 10 ans. Son père, autrefois si fier et droit, avait les épaules voûtées. Sa mère, toujours si soucieuse de son apparence, portait un pull défraîchi et avait les traits tirés. « Bonjour Claire », dit son père d'une voix hésitante. « On peut entrer ?» Elle s'effaça pour les laisser passer. Ils s'assirent sur le canapé comme des invités mal à l'aise, gardant leur manteau malgré la chaleur de l'appartement. Emma refuse tout traitement si tu n'es pas impliquée dans le processus familial, annonça directement sa mère. Le psychiatre dit que tu représentes la réalité pour elle. La seule personne qui lui ait jamais dit non. Claire resta debout, les bras croisés. « Et vous voulez que je fasse quoi exactement ? » « Qu'on recommence, » murmura son père. « Qu'on apprenne à être une vraie famille. » Le thérapeute dit qu'Emma a besoin de limites claires, de cohérence. Elle a besoin de voir qu'on peut l'aimer sans céder à tous ses caprices. « Ça fait 6 mois que vous auriez pu m'appeler pour me présenter des excuses, » répliqua Claire. « Vous venez me voir maintenant uniquement parce que vous avez besoin de moi pour Emma. » Sa mère fondit en larmes. « Tu as raison. On a été lâches, égoïstes. On a préféré te sacrifier plutôt que d'affronter la vérité. Le thérapeute nous a fait comprendre l'ampleur de nos erreurs, » continua son père. « Comment on t'a transformé en bouc émissaire ? Comment on a détruit ta confiance en tes propres perceptions ? C'était de la violence psychologique, Claire. On le sait maintenant. » Claire sentit sa gorge se serrer. Entendre ses parents reconnaître enfin la réalité était à la fois libérateur et douloureux. « Et grand-mère ?» demanda-t-elle. Cette cruauté à l'hôpital m'empêchait de lui dire au revoir. Son père baissa la tête, accablé de honte. C'était impardonnable. Dans notre aveuglement, notre orgueil, on est devenu monstrueux. Emma aussi regrette, ajouta sa mère. Elle commence à comprendre, en thérapie, comment ces manipulations ont détruit la famille. Elle veut te demander pardon. Claire s'assit enfin, face à eux. Si j'accepte de participer à cette thérapie familiale, ça sera sous mes conditions. Plus jamais vous ne remettrez mes limites en question,
Plus jamais vous ne me demanderez de céder à Emma pour maintenir la paix. Et surtout, vous reconnaîtrez publiquement, devant toute la famille élargie, que vous m'avez traité injustement. » Ses parents échangèrent un regard. Cette dernière condition était particulièrement difficile pour eux, qui avaient toujours fait passer les apparences avant tout. « D'accord, » dit finalement son père. « On fera ce qu'il faut. » « Et il y a autre chose, » continua Claire. « Je ne reviendrai jamais dans l'ancien schéma. Je ne serai plus votre fille parfaite qui se tait pour éviter les conflits. Si Emma ou vous dérapez, je le dirai. Et si ça ne vous convient pas, je repartirai. »« On comprend, » murmura sa mère. « On veut juste retrouver notre fille et aider Emma à guérir. » Claire regarda ces deux personnes brisées qui avaient été ses parents. Elle ressentait encore de la colère, mais aussi quelque chose d'autre. De la pitié, peut-être. Ils avaient détruit leur famille par orgueil et ignorance. Ils vivaient maintenant avec les conséquences de leur choix. « Je vais y réfléchir, » dit-elle finalement. « Donnez-moi une semaine. » Après leur départ, Claire appela Antoine. Il l'écouta raconter cette visite, puis resta silencieux un moment. « Qu'est-ce que tu ressens ?» demanda-t-il. « Bizarre. Ils ont enfin dit les mots que j'attendais depuis des mois. Mais maintenant que c'est fait, je ne sais pas si ça suffit. Tu n'es pas obligé de leur pardonner immédiatement, ni même de leur pardonner du tout. Mais tu peux choisir de les aider sans pour autant oublier ce qu'ils t'ont fait. » Cette nuit-là, Claire réfléchit longuement. Elle pensait à Emma, hospitalisée, essayant de reconstruire sa personnalité brisée, à ses parents qui découvraient enfin leurs responsabilités, et à elle-même, qui avait appris à être heureuse sans eux. Elle pouvait les aider, mais cette fois, ce serait à ses conditions. 2 ans plus tard, par une matinée de mai ensoleillée, Claire se regardait dans le miroir de sa chambre. Sa robe de mariée, simple mais élégante, reflétait parfaitement qui elle était devenue. Une femme qui n'avait plus besoin de briller pour exister, juste d'être authentique. Antoine l'attendait dans le petit jardin de la mairie du 12e arrondissement. Pas de grandes cérémonies, pas de fastes inutiles. Juste leurs amis les plus proches et les personnes qui comptaient vraiment. Dans le salon, une enveloppe crème l'attendait sur la table basse. L'écriture tremblante d'Emma. Claire l'ouvrit avec des gestes lents. « Ma chère Claire, je ne serai pas là aujourd'hui, et nous savons toutes les deux pourquoi. Je ne suis pas encore assez solide pour gérer mes émotions dans de grands événements. Mais je voulais que tu saches que je suis fière de toi. Fière de la femme forte que tu es, fière du courage que tu as eu de nous dire non quand nous en avions besoin. Tu m'as sauvé la vie en refusant de participer à notre folie. J'espère qu'un jour, je pourrai être la sœur que tu mérites. En attendant, sois heureuse. Tu l'as tellement mérité. Ta sœur qui t'aime vraiment, Emma. » Claire sourit, les larmes aux yeux. Cette lettre valait tous les discours du monde. À la mairie, ses parents étaient assis au 3e rang, discrets, respectueux. Ils avaient tenu leur promesse. Devant toute la famille élargie, ils avaient reconnu leurs erreurs publiquement le mois précédent. La reconstruction était lente, difficile, mais sincère. Monsieur Dubois, remis de sa chute, rayonnait au 1er rang. « Je vous l'avais dit », murmura-t-il à Antoine avant la cérémonie. Cette femme était faite pour être heureuse. Quand Claire dit « oui » à Antoine, ce n'était pas juste à lui qu'elle s'engageait. C'était à cette nouvelle version d'elle-même qui avait appris à poser des limites, à s'aimer sans condition, à construire sa propre définition du bonheur. Le soir, dans leur petit appartement décoré de fleurs blanches, Antoine la prit dans ses bras. « Tu regrettes quelque chose ?» demanda-t-il doucement. Claire réfléchit. Sa famille elle était encore fragile. Emma luttait chaque jour contre ses démons. Ses parents apprenaient péniblement de nouvelles façons d'aimer. Rien n'était parfait. « Non », répondit-elle en souriant. « J'ai appris que l'amour véritable ne demande jamais de renoncer à sa dignité. Et aujourd'hui, j'épouse un homme qui me le prouve chaque jour. » 6 mois plus tard, Claire inaugura son groupe de soutien à l'hôpital. Limite-Saine, destiné aux soignants ayant vécu des traumatismes familiaux. Sa propre douleur transformée en force pour d'autres. Un après-midi, une jeune infirmière lui confia « Ma famille me culpabilise parce que je refuse de prêter ma voiture à mon frère qui n'a pas de permis. » Claire sourit. « Raconte-moi tout, dit-elle.
Tu as frappé à la bonne porte. Le cycle de guérison continuait. Elle qui avait été brisée par sa famille, reconstruite par l'amour vrai, aidait maintenant d'autres à retrouver leur propre chemin vers la liberté. Dans son bureau, encadré sur le mur, une photo de grand-mère Margot avec cette inscription « Pour ma petite étoile, qui a appris à briller de sa propre lumière ». 1 an après le mariage, sa mère l'appela sans urgence ni manipulation. « Claire, ton père et moi organisons un dîner pour notre anniversaire. Emma sera là, elle va mieux. On aimerait que toi et Antoine veniez aussi. Seulement si tu en as envie, bien sûr. » L'invitation était simple, sans pression. Ses parents apprenaient enfin à respecter ses choix. Le soir du dîner, Claire découvrit une Emma transformée. Plus calme, ses yeux avaient perdu cette agitation constante. « Tu es radieuse », dit Emma en l'embrassant. « Le mariage te va bien. Et toi, tu sembles apaisée. La thérapie aide. J'ai un travail maintenant, dans une librairie. Mon patron connaît mon diagnostic. Il est patient. » Claire sentit son cœur se serrer d'émotion. Sa petite sœur grandissait enfin. Ses parents racontèrent leur parcours thérapeutique, comment ils avaient appris à distinguer amour et complaisance. « Le plus dur, » avoua son père, « ça a été de comprendre qu'en te rejetant, on avait perdu notre fille la plus sage. » 3 mois plus tard, Emma l'appelait après une rupture. « Avant, j'aurais couru chez papa et maman pour qu'ils arrangent tout. Mais cette fois, j'ai pensé à t'appeler d'abord. » Claire sentit l'importance de ce moment. Sa sœur venait chercher du soutien, pas une solution magique. Elles parlèrent 1 heure. Claire écouta, conseilla sans juger, posa des limites quand Emma dérapait. « Merci Claire, tu m'aides vraiment, sans me mentir sur la réalité. » Ce soir-là, Claire réalisa qu'elle était devenue la grande sœur qu'elle avait toujours voulu être. Présente, mais pas sacrificielle. Son groupe Limite Saine comptait 15 membres réguliers. Chaque semaine, Claire voyait des collègues retrouver leur estime de soi. « Vous nous avez tous sauvés », lui dit Marc, infirmier aux urgences. « Non », répondit Claire. « Je vous ai juste montré que vous aviez le droit de vous sauver vous-même. » Dans son agenda, elle avait écrit une phrase de Monsieur Dubois. « Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. C'est faire ce qui est juste malgré la peur. » Elle l'avait fait. Malgré la peur de perdre sa famille, elle avait choisi sa dignité. Et paradoxalement, c'est ce choix courageux qui avait fini par sauver tout le monde. Claire avait enfin compris. Le bonheur ne se mendie pas. Il se construit. Et elle venait de bâtir le sien sur des fondations inébranlables, faites d'amour vrai, de respect mutuel et de limites saines.